Le Cap Cotentin, la pointe de la Normandie. Un endroit connu pour ses paysages époustouflants, ses falaises abruptes, sa succession de baies et ses sentiers côtiers. Mais c'est également un haut lieu de l'histoire de France et une terre de légende. Moi je suis né ici, ma mère déjà élevait des chèvres ici. Elle faisait paître ses chèvres dans le chemin des douaniers. Un lieu qui fut le repère de flibustiers et de corsaires et qui a tenu un rôle essentiel dans les activités de contrebande du XVIIe siècle. T'as rien planqué dans tes poches, c'est bon? 2 barils de rhum, un petit peu de tabac. C'est donc une destination de choix que Vincent Châtelain vous propose de découvrir en flânant sur les chemins des douaniers. L'intérêt de ces dunes, c'est que sur 1 mètre carré, on peut trouver jusqu'à 50 espèces différentes. T'as bien fait de me donner rendez-vous ici quand même, parce que c'est vrai que c'est un panorama exceptionnel. Entre Landemer et le Cap du Rosel, dans Histoire de se balader, vous allez contempler des panoramas à couper le souffle. Dont Port-Racine, le plus petit port de France édifié par un redoutable corsaire. Le Cap de la Hague et le Raz Blanchard, un des courants marins les plus dangereux du monde. Est-ce que tu penses que je peux quand même réussir à glisser avec ces petites vagues? Et pour terminer, vous serez initié au stand-up paddle sur la plage de Siouville. Surfing Normandie. Les sentiers côtiers du Cap Cotentin, cap au bout du monde. Regardez ce paysage hyper spectaculaire. Là, ici, c'est Landemer. On est au bout du monde, tout en haut du Cotentin. Et ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans Histoire de se balader, chemin faisant, ce sont les sentiers côtiers. Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. 'Cause tonight I'll be Je suis là. C'est pas mal chez toi, hein? T'as vu ça? Ça se défend. Oh, c'est incroyable. En fait, on est où exactement ici? Là, c'est à la pointe de la Hague, c'est-à-dire une presqu'île dans une presqu'île. T'es au bout du bout. Donc là, ça veut dire que par exemple, l'Angleterre, c'est par là? Exactement. Donc là, il y a la mer juste derrière aussi. On est a la entouré mer, par la on a mer. la mer juste là aussi, direction les îles anglo-normandes. Et là, je viens de cheminer sur le sentier Ouais. côtier. C'est ça. Si je continue le sentier, il va où? Tu peux aller jusqu'au Mont-Saint-Michel par là. Ah, carrément. Ça fait tout le tour de la Hague. Oui, donc il y a plusieurs dizaines de kilomètres de sentiers qu'on peut parcourir. Ah oui, tu peux même dire centaines, je crois. On commence un peu à se balader? C'est parti. Alors toi, ton histoire avec cette région, avec ce petit bout de terre, c'est quoi exactement? Moi, je suis né ici. Ma mère, déjà, élevait des chèvres ici. Donc, en fait, mais elle n'avait pas de terre. C'était un peu spécial encore à l'époque. Et donc, elle faisait paître ses chèvres dans le chemin des douaniers. Ah d'accord. Et elle se nourrissait que d'ajoncs. Donc, elle partait le matin, comme les bergers, quoi. Ouais. Et elle passait toute la journée dans les Landes. Et elle revenait le soir à l'étable. Pas Et besoin de transhumance. pas besoin de transhumance. C'est ça l'avantage, c'est que la Hague, c'est vert toute l'année. Ouais. Et du coup, moi j'ai été élevé, comme mes frères et sœurs, on a été nourris à la Hague, quoi. C'est-à-dire le sentier des douaniers, c'était notre terrain de jeu, quoi. Est-ce que tu arrives encore à voir la beauté quand même saisissante d'un lieu comme ça? Parce que tu y es habitué, mais c'est incroyable. La vraie beauté, on s'y habitue jamais. La vraie beauté, je crois qu'on l'a dans le sang, c'est-à-dire, non, nous, ça nous transcende à chaque fois qu'on vient. On a beaucoup voyagé, on a quitté la région plusieurs années, on est allé vraiment sur plein de continents, plein de pays. À chaque fois qu'on revient, on se dit c'est incroyable, quoi. C'est vraiment Ouais, on a ça dans les tripes, je crois. Est-ce que ça, tu partages justement avec tes amis? Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé, cet amour de cette zone particulièrement et de ce fameux sentier côtier? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Quand on fait visiter la Hague, on commence par le sentier côtier. C'est la base, c'est-à-dire ça nous donne un aperçu tellement puissant des possibilités de paysage, de la palette de couleurs qu'il y a dans la région, qu'en fait, on commence par ça. Les gens, ils sont piqués au vif, ils se disent faut qu'on revienne et on visitera plus en profondeur, quoi. Et alors là, en fait, on arrive sur cette petite crique protégée. Oui.
au bout de laquelle se trouve Le port Racine. il est vraiment tout petit ce port. Il est incroyable. Mais alors, dis-moi, ce sentier côtier, Oui. pourquoi il a été construit, pourquoi il a été fait à l'origine et qui l'a initié? En fait, il a été construit par l'administration des douanes qui voulait contrôler ce qui se passait sur la côte. À quelle époque? Il a été renforcé par Napoléon en 1806. D'accord. Juste après la défaite de Trafalgar, il fallait absolument ruiner la Grande-Bretagne. Donc il a mis vraiment beaucoup de douanes pour pouvoir empêcher tout contact avec les îles anglo-normandes et avec la Grande-Bretagne. D'où cette fameuse histoire d'amour et de haine qu'on a en Normandie et pas seulement avec les Anglais. Absolument, mère. J'en parle souvent des Anglais dans l'émission, vous avez remarqué, hein? Je sais pas pourquoi ça revient, c'est l'histoire comme ça. C'est ça. On s'aime, on s'adore, on se déteste. On peut rien y faire, c'est comme ça. Et à la période où ils se détestaient justement, c'est d'ici qu'on les attaquait quand ils revenaient des îles anglo-normandes pour rentrer en Angleterre en fait. C'est Jean Médard Racine, c'était un corsaire qui travaillait Ah, un corsaire. ouais, c'est ça, au compte de Napoléon et qui sautait, qui faisait la course aux bateaux anglais. Et alors après tout ça, où est-ce que ça allait? Tout ce qui était récupéré, ça partait où? Ça partait à l'Empire pour des constructions militaires majoritairement. Ça revenait déjà dans la poche de l'État? C'est ça. C'était déjà comme ça à l'époque, hein? Comment on a payé la Grande Rade, tu crois? Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. Alors en fait, ce port Racine, si charmant soit-il, il avait une vraie utilité. Mais si on revient à l'origine, ce fameux Monsieur Racine, c'est quoi son histoire? Son histoire à lui, il est né au Moitié d'Alonne en 1774. C'est un gamin qui a embarqué pour la première fois à 15 ans. Donc t'imagines, C'était tôt à l'époque ou c'était un âge normal? à l'époque c'était un âge normal. Mais il fallait être insolite quand même. Parce que du coup il a embarqué sur des navires marchands, la plupart du temps bretons. Et ensuite il a fait traverser l'Atlantique plusieurs fois. Il est allé aux Antilles, etc. Et il est devenu capitaine au long cours. Il a monté en grade progressivement. Et ensuite il est devenu capitaine corsaire d'un premier navire. Et le second, c'était l'Embuscade qui était placé au port Racine. Donc en fait, si je comprends bien, les corsaires qui étaient donc dans ce port Racine, leur objectif c'était de batailler contre les Anglais? En fait, ils avaient pour rôle de les détrousser. En fait, c'est un corsaire, c'est ni plus ni moins un pirate, Ouais, c'est ça. au compte de l'État. En l'occurrence, Pirate Napoléon. officiel. Un pirate officiel. Enchanté Cyril, ah bah, c'est marqué Enchanté, là. Donc, bah. Comme le port Salut. Salut, tu vas bien? donc dis-moi Simon, si j'ai bien compris, Cyril c'est THE spécialiste de la contrebande. Absolument, c'est celui-là. Quand Alors. on veut visiter quelque chose ou tout savoir, c'est à lui qu'il faut s'adresser. T'as rien planqué dans tes poches, c'est bon? peut 2 commencer barils de d'ici. rhum, un petit Ah peu bon de tabac. Alors Cyril, est-ce que tu pourrais me recontextualiser Goury à l'époque de la contrebande? Alors au début, c'est un port bon enfant. Je dirais qu'on a des pêcheurs qui mènent une activité normale, dans un rythme normal. Et tout d'un coup, le fait qu'ils soient au chômage, donc on demande simplement de l'essentiel, manger, eh ben, ça va se transformer en point de départ de la contrebande. C'est d'ici que vont être chargées les marchandises du département 50 pour être acheminées jusqu'à Aurigny, dans les îles anglo-normandes. La contrebande et le Cotentin, et notamment cette partie précise du Cotentin, c'est une longue histoire, non? Ça remonte à loin? Ça remonte exactement au moment où on trace la limite des frontières. D'accord. 1204. En 1204, le roi de France récupère le littoral donc, qui est contigu à son royaume. Il va juste demander aux seigneurs des îles s'ils préfèrent être français ou garder leur indépendance. Et du coup, les Anglais arrivent et ils proposent le zéro taxe donc, aux seigneurs de ces îles. Et donc forcément, l'argent, c'est déjà quelque chose d'intéressant à cette époque-là. Et les seigneurs choisissent la partie anglaise. Alors attends, tu es en train de me dire en fait que la naissance des paradis fiscaux, c'est un peu ça, remonte à cette époque-là. Ah, tout à fait. Ah, c'est marrant ça. 1200 combien? 1204. Autour du XVIIe siècle, en 1688, quand on rentre en guerre contre les Anglais, du coup,
On a besoin des marchandises qui sont en face, et donc on va aller les chercher. Alors là, on fait de la contrebande. Alors c'est plus une question d'économiser la part qu'on verse à l'État, c'est carrément faire quelque chose d'interdit, de complètement interdit. Hein. Pallier un embargo presque. Voilà, quand on fait du commerce avec un pays en guerre, qu'est-ce que ce pays en guerre fait avec l'argent qu'on lui donne? Il achète des canons, Ouais, bien sûr. il achète des armes pour nous faire la guerre. Donc du coup, C'est à double tranchant, quoi. Voilà. Si on va beaucoup plus loin dans le 19e cette fois-ci. Alors, on va avoir autour de Napoléon, c'est une contrebande qui va être un petit peu entretenue par Napoléon. C'est un peu particulier. Il va tolérer cette contrebande simplement pour engranger l'or de ce pays contre lequel on est en guerre. Parce qu'on va littéralement vidanger le stock d'or anglais. Hein. Ah oui. Vous allez avoir des situations cocasses où les militaires anglais poursuivent des contrebandiers français et les contrebandiers français se mettent au pied des fortifications françaises et même s'ils sont dans l'illégalité la plus totale, les soldats de Napoléon ne leur tirent pas dessus, ils tirent bien sur les Anglais. Vous voyez, il y a des espions, Napoléon va inclure des espions dans ses filières de contrebande pour mieux comprendre comment ça marche. Le renseignement pour pouvoir piller l'or. Voilà, les James Bond 007 existaient déjà au 19e et encore avant. Hein. Et alors cette contrebande, elle va durer pendant combien d'années et quand est-ce qu'elle s'arrête? Elle continue encore, hein, je dirais, parce que c'est Ici, fréquent. notamment en face des côtes ou pas? Bien sûr, oui. Ah oui. Simon, est-ce que tu penses que, par exemple, j'ai un bateau, je suis un contrebandier, je peux filer droit ici, arriver là? Si tu as quelqu'un qui connaît le secteur, c'est-à-dire les Rochelles, parce que même les gens qui s'y connaissent se retrouvent à faire des naufrages parfois juste là. Hein. Alors, on voit juste en face, en fait, ça moutonne légèrement la mer, là. Il y a un courant particulier ici? C'est le rat blanchard. Ça matérialise le début du rat blanchard qui va à peu près jusqu'au phare d'Aurigny. Tu vois, il traverse comme ça d'ici à Aurigny. Et on a des vitesses de combien dans ce courant? Je pourrais pas te dire, mais c'est scandaleusement rapide. D'accord. Et c'est surtout bouillonnant en fait. C'est ça qui fait l'effet dangereux du rat blanchard, c'est que c'est des hauts fonds. Donc l'eau descend et remonte et ça fait une bouillotte en fait. Et, par exemple, l'année avant la construction du phare, il y a eu 23 naufrages. Oh, I was born with the name Geraldine, with hair coal black as a raven. I traveled my life without a care. But all my love I was saving. All the winds blew high and the trees did sway. Je vous avoue, je me suis un peu éloigné du sentier côtier, mais c'était quand même pour voir ce panorama qui est hyper impressionnant. Marie-Léa, tu es conservatrice de la réserve de Vauville ici. Oui. Est-ce que tu arrives encore, parce que tu la connais par cœur cette réserve, est-ce que tu arrives à voir encore la beauté de cette réserve? Ah oui, parce que tous les jours, en fait, le paysage change, les couleurs changent, donc tous les jours, en fait, je suis impressionnée par la beauté de ce site, oui. Alors la carte d'identité du site, c'est quoi? Les dimensions, la plus haute dune? La plus haute dune, alors les dimensions, en fait, on est sur un massif dunaire qui fait 700 hectares. Donc il s'étend à peu près sur un peu plus de 7 km de plage. D'accord. Et la plus haute dune, elle fait 115 mètres. Et elle est située donc juste derrière, qui s'appelle le Calvaire des Dunes de Biville. Et est-ce que c'est un site qui est très riche en termes de biodiversité? Ah oui, c'est très très riche. On a à peu près 2000 espèces qui ont été recensées, donc à la fois de la faune et à la fois de la flore. Des espèces très rares et des milieux aussi très rares. Ah, qu'on peut voir là? Oui, on va aller les voir ensemble si tu veux, on va descendre. T'as bien fait de me donner rendez-vous ici quand même, parce que c'est vrai que c'est un panorama exceptionnel. Hein. What a dream I had, pressed in order, clothed in crinoline of smoky burgundy. L'intérêt de ces dunes, c'est que sur 1 mètre carré, on peut trouver jusqu'à 50 espèces différentes. I wandered empty streets down. Alors ici, il y a cette petite orchidée, Ah, une orchidée? donc l'orchis pyramidale. C'est vrai que... En fait, si tu regardes bien les fleurs, elles sont quasiment un peu de la même forme que les orchidées qu'on achète dans le commerce, oui, mais elles c'est sont vrai, beaucoup t'as plus raison. petites. Et du coup, c'est une orchidée sauvage. Et les fleurs, elles sont en pyramide, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'orchis pyramidale. D'accord.
Alors j'ai pris mon fil à papillon au cas où, puisqu'on a des papillons qui sont patrimoniaux. En fait, patrimonial, ça veut dire qu'ils sont soit rares, soit ils vont représenter un habitat menacé. Et j'ai pris aussi une bouteille d'eau pour te montrer une petite mousse en fait qui fait changer complètement la dune de couleur. En fait, quand il pleut, quand il fait sec et quand il pleut, on a des couleurs qui sont complètement différentes à cause de cette petite mousse. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus. Ce qu'on remarque aussi quand on marche au sol, c'est qu'on ne sent pas du tout le contact du sable sous les pieds parce que quand même la végétalisation est assez épaisse. Hein. Des endroits comme ça où il y a moins de végétation. Voilà, et en fait, c'est les endroits les plus exposés au vent. Ah, ça veut dire qu'il y a plus de vent et donc le vent enlève la végétation et donc laisse place au sable. C'est incroyable parce que donc là il y a beaucoup de vent et là il y a peu de Voilà, vent. c'est un petit peu moins exposé, donc on a la végétation qui a le temps de pousser. Alors voilà une petite plante qui est typique de la dune ici. C'est cette petite fleur violette, elle s'appelle la Véronique en épi. Mais elle va représenter un habitat qui est endémique de ce massif dunaire et de Jersey. C'est en fait le mélange de toutes ces plantes, cette particularité de biodiversité, celle-là avec celle-là avec celle-là, Voilà. ça il n'y a qu'ici qu'on le trouve. Voilà, c'est ça. D'accord. Une autre plante qu'on va retrouver aussi partout sur le massif dunaire, si tu Oui. mets ton genou, ça doit piquer un peu. Ah ouais, les mains Voilà. ça pique bien en tout cas. Et donc c'est un rosier, c'est le rosier pimprenelle. Donc là, il fleurit assez tôt, lui, en début de saison. Il fait des grosses fleurs blanches, on va peut-être en voir quelques-unes qui restent. Et donc là, c'est son fruit qu'on voit. Ça c'est une fleur quoi? Alors ça, c'est pas une Ça fleur pique. très très rare, c'est une ronce en fait. Ah. Il y a aussi des plantes qui sont pas rares ici, on a le Oui. droit d'en avoir. Il y en a aussi, C'est comme ça. il y a des plantes qui sont pas rares, il y a des plantes rares aussi, mais Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Du roseau? alors non, c'est pas du roseau ça. Décidément, je me plante à chaque fois. Ça, c'est de l'Oya. Et en fait, l'Oya, lui, ça va être une espèce qui va plus pousser en bord de plage. Post what you knowin'. I come to watch your flowers growing. Ain't Viens you voir Vincent, j'ai quelque chose à te montrer. Ah, Alors, qu'est-ce que voilà la petite mousse dont je te parlais tout à l'heure, qu'on va trouver beaucoup sur la dune, sur les pelouses dunaires. Donc on la reconnaît parce que là, quand il fait très sec, elle est marron, c'est? Ouais, c'est avec ça. plein de petits poils blancs. Et en fait, je disais, quand il pleut, la dune, elle va changer de couleur tout simplement grâce en grande partie à cette mousse. C'est-à-dire que là, elle est très réactive à l'eau. Dès que je mets de l'eau dessus, donc il y en a beaucoup, tu vas voir, Ah, elle d'accord. s'ouvre et elle verdit aussitôt. Ah, Tu vois, hein, tu compares avec... C'est incroyable la les vitesse autres, à laquelle voilà. elle s'ouvre. Et donc, dès qu'il pleut, la dune reverdit. Yellow is the color of my true love's hair. Il y avait une autre fleur que tu voulais montrer, non? Alors oui, c'est là-bas, on voit plein de petites de tas de fleurs roses. In the morning, when we rise, that's the time. C'est l'œillet de France. Ça s'appelle l'œillet de France, tu vois, ça fait une très belle fleur rose. Et Très là, joli, ouais. c'est la période où il fleurit. C'est chouette. Et cette petite fleur-là est protégée. Voilà, elle est protégée sur tout le territoire français. Tout ramassage de cette plante peut donner lieu à une amende. Ah oui, d'accord. De Eh oui. combien? Alors ça dépend des sites. Sur la réserve naturelle, c'est 135 €. Donc C'est je assez reviens cher. avec une petite fleur comme ça, ma Voilà, boutonnière, 135 €. Ouais, c'est assez cher. C'est compris? C'est On va cher, se mais calmer, au hein. moins, ça marque les esprits. Et alors, en Bourgogne, on voit les escargots le long des murs quand il pleut, mais ici, les escargots, ils s'accrochent à des branches toutes sèches. Ah ouais, alors oui, en fait, ils vont maintenir leur humidité en faisant ça, en fait. Là, dès qu'il fait trop sec, ils ferment, ils créent un petit opercule, et donc ça leur permet de pas dessécher à l'intérieur. Ah, c'est de la parce que les survie, en escargots, en fait, on les voit surtout quand il pleut. Et ici, quand il pleut, on a des milliers d'escargots c'est partout vrai qui se baladent. Oui, oui. Et les dunes, elles sont très connues des ramasseurs d'escargots, puisqu'ils viennent ramasser des escargots, notamment le petit gris, donc c'est pas celui-ci, c'est un qui est plus gros. Ah oui, le petit gris, Et, c'est bon ça. que Dans les le gens Perche, il y en a mangent, des voilà. petits gris aussi. Ah ouais, c'est très bon. Et ce que tu as à côté, là, la toute petite rose aussi, ça, sans cette fleur, tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Faut frotter, hein, frotte les feuilles avec, La avec tes lavande, doigts. hein. Enfin, au nez, je dirais lavande. Mais... Ah, c'est pas de la lavande. C'est quelque chose qui est utilisé pour faire la cuisine. Ah, du thym? Ouais, c'est du thym Ah, du serpolé. Ah, c'est du thym ça? Ah oui, Voilà, ça sent. c'est du thym sauvage. Ah, d'accord. Il y en a pareil, ça fait des petits tapis partout sur la dune.
Everybody's got surfing, surfing Normandy. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their bags. Salut Guillaume. Mon professeur. Et j'en ai besoin d'un professeur pour faire du surf. Ou autre d'ailleurs. Salut Vincent. Ça va? Et toi? Bah ça va bien, sauf que je me dis qu'a priori là on n'a pas peut-être suffisamment de hauteur de vague pour faire du surf ou pas? Écoute, moi je pense que c'est un petit peu léger. D'accord. J'ai peur que tu t'ennuies un petit peu. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est une petite sortie en stand-up paddle. Ah Parce d'accord. que tu connais cette discipline. Alors je connais la discipline, j'en ai jamais fait, donc ça sera une grande première pour Là, moi. voilà, la planche est bien plus grande. Donc c'est une planche sur laquelle on rame debout, hein, avec Ouais. une pagaie. Donc il y a la grosse difficulté du surf qui disparaît, c'est-à-dire le redressement. Ouais. Et donc là, voilà, c'est peut-être l'occasion d'essayer aujourd'hui. Ok. Et alors du coup, juste pour avoir une petite information de température, elle est à combien? Elle est à 15. Ah c'est tonique alors quoi. Donc quand on tombe dans l'eau, on a vite envie de remonter sur le paddle. Non, tu vas voir, avec les combinaisons, tu vas super bien. Ok, bon bah, on va s'habiller alors. C'est parti. Est-ce que tu penses que j'ai la tenue réglementaire ou pas? Ah bah pour l'instant, non. Pas du tout hein. Pas du tout. Donc, je vais te donner une combi adaptée à la température de l'eau. T'inquiète pas, tu vas pas avoir Ok. froid. Donc un truc épais comme ça. Non. Bon, voilà, je suis prêt. Avec une eau à 15 degrés, 5 mm de néoprène. On y va. Alors Guillaume, moi le paddle, je sais pas ce que c'est vraiment. Enfin, je vois que c'est une planche avec une rame. Et est-ce qu'on sait d'où ça vient? Alors, on pense que ça vient de la Polynésie, tout ce qui est la zone pacifique, là, notamment d'Hawaï. Ah oui. C'était pratiqué par tous les Hawaïens, notamment par les rois. Ah oui. Ça a été remis au goût du jour il y a quelques années par Laird Hamilton, qui est un Ah. célèbre surfeur de grosses vagues, hein, qui a commencé à surfer des grosses vagues avec ça. Et du coup, ça s'est répandu sur toute la planète. Et alors en termes de dimension, la planche, elle est très différente d'une planche de surf, c'est beaucoup plus Alors, grand. c'est une planche de surf, mais beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus large, beaucoup plus épaisse. Ce qui va permettre en fait de se mettre debout tout de suite dessus, sans avoir besoin de l'énergie de la vague. Et du coup, on va se propulser à l'aide de la pagaie. Mais l'avantage, c'est que voilà, on n'est pas allongé dessus, on est tout de suite debout. Donc on peut se promener, on peut prendre des vagues. Enfin voilà, on va essayer tout Ah, ça. on peut prendre des vagues quand même. On va essayer, ouais. D'accord, on va pouvoir glisser alors avec la Ouais, force des vagues. Et alors par rapport à cette plage justement, qu'est-ce qui fait qu'elle est intéressante en termes de vagues et qu'est-ce qu'elle a de particulier pour les sports nautiques comme celui-là? Et ben, comme tu peux le voir, la plage est quand même très plate. Et en fait, ça donne la possibilité de pratiquer un peu partout déjà. Et puis, il y a très peu de danger finalement. Parce qu'il y a peu de courant, il n'y a pas ce qu'on appelle les baïnes qui peuvent exister dans certaines régions en France. Ouais. Et du coup, le fait que la plage soit plate, les vagues ne sont pas trop creuses, comme ça peut D'accord. être le cas sur les spots célèbres, soit à Hawaï, soit à Osgore, etc. Et du coup, c'est des conditions qui sont vraiment idéales pour les débutants. Parce que c'est sécurisant, parce que c'est pas trop puissant, et du coup, il n'y a pas de danger de se faire mal, etc. Si on veut commencer le surf ou le paddle, ici c'est un des meilleurs spots de Normandie. Ah oui, nettement. On peut aller jusqu'à quelle hauteur de vague en max ici? Des vagues surfables, on arrive à surfer des vagues de 3 mètres. Ouais. Ah, 2-3 mètres quand même ici. Alors le principe au début, c'est comme sur toute planche, hein, ça va être d'essayer de trouver un petit peu l'endroit où se mettre dessus pour que la planche reste bien à plat. Donc il va falloir se placer à peu près ici. Voilà, donc dans un premier temps, on va se mettre comme ça. D'accord. Ok. La difficulté du paddle, c'est ça, c'est de gérer l'équilibre debout. Et ensuite, avec la pagaie, il va falloir alterner un petit peu, ramer côté droit, ramer côté gauche. Ok, d'accord. Une fois que tu seras un peu plus à l'aise, il faudra essayer de se mettre debout. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. She does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, she does.
Voilà, c'est ici, sous ce beau soleil, que se termine ma balade le long des sentiers côtiers du Nord Cotentin. Alors je suis parti de Landemer et j'arrive juste ici, au Cap du Rosel. J'espère que pour vous, ça aura été une belle découverte. En tout cas, pour moi, c'était extraordinaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures d'Histoire de se balader. Ciao! Par ici. Mérite, hein, par rapport.